Alors, on va reprendre juste la fin de l'exo, parce qu'en fait, on n'a pas fini l'exo de ce matin. Donc, on avait une poulie de masse. On avait défini un axe Z comme ceci. Ça, c'était le corps 1 de masse M1, le corps de masse M2. On avait donc le poids M1G, le poids M2G, une tension T1 qui se retrouvait là, enfin moins T1, dans la même tension. Ensuite, on avait une tension T2 qui retient la masse, mais du coup la même tension T2 dans l'autre sens. Enfin, la même tension T2 sur le fil, donc c'est la force que la poulie exerce sur le fil, qui est moins la force que le fil exerce sur la poulie. Et donc on a écrit le mouvement de la masse M1, ça nous faisait une équation, le mouvement de la masse N2, ça nous faisait une autre équation, et le mouvement de la rotation, ça nous faisait une troisième équation. Et puis après, il y avait le lien entre Z1 et Z2, donc les vitesses sont simplement opposées, et puis le lien entre θ point, je ne sais plus dans quel sens on l'avait orienté, vers nous. Oui, vers nous, voilà, donc plus comme ça. Après, il y avait le lien donc, entre θ point et les vitesses, hein, avec la vitesse Z1 point qui valait moins Z2 point, qui valait Rθ point. Je ne suis pas sûr qu'on l'avait... Vous êtes sûr qu'on l'avait orienté comme ça? Ah oui. Ok. Voilà, donc on avait nos 5 équations, 5 inconnues, mais enfin en gros 3, puis après des relations internes. Et donc on avait obtenu essentiellement Z1 de point, qui était de mémoire, il y avait un M2 moins M1, parce que si M2 égale M1, ça devait faire 0, fois G, bien sûr, et puis divisé par un M1 plus M2. Ah, et oui, plus I, c'est là que ça dépend sur R2, pour faire un truc homogène. Ouais. Donc, vous voyez, on peut presque l'écrire sans raisonnement. Hein. Ça doit être proportionnel à N2 moins M1, proportionnel à G, évidemment, parce que c'est le poids qui fait basculer les choses. Donc, voilà. Donc, c'est la différence de masse qui joue. Et puis, le coefficient d'inertie. Hein. Du coup, on est d'accord, on a un coefficient d'inertie fois l'accélération qui vaut la somme des forces, en quelque sorte, enfin, la vraie force qui s'applique, l'une moins l'autre. Et puis ce coefficient d'inertie, il y a la masse de chacun des corps, mais il y a aussi l'inertie de la poulie. C'est-à-dire que plus la poulie a un moment d'inertie élevé, plus l'accélération va être faible. Si ça coûte énormément de faire tourner, de mettre en mouvement la poulie, eh bien l'accélération va être très faible pour une même différence de masse. Donc tout ça est en fait physiquement très clair. Alors, ce qui nous manquait là, en fait, il y avait d'autres questions, tout simplement. Ah oui, les forces appliquées sur la poulie. Bon, du coup, on avait T1 et T2, on ne l'a pas fait explicitement, mais d'accord. Et puis, évidemment, il y avait le poids de la poulie et la réaction. Donc, la réaction, c'est exactement l'opposé de la somme du reste. Ok, alors maintenant, on va faire la même chose en raisonnant sur l'énergie. Alors, on va voir que c'est beaucoup plus rapide. Par contre, ça fait moins de choses. C'est-à-dire que ça ne va pas nous permettre... Raisonner sur l'énergie ne nous donnera pas la valeur des forces sur la poulie, des tensions, mais va pouvoir nous donner l'accélération quand même. Alors, allons-y. C'est la question 2. Retrouver l'expression de l'accélération en raisonnant sur l'énergie. Alors, je vous pose la question. Comment fait-on? D'abord, on a dit qu'il n'y avait pas de frottement sur l'axe, là. Donc, il y a certes des frottements. Alors, il n'y a pas de frottement sur l'axe, donc il n'y a pas de déperdition d'énergie sur l'axe. Le poids, c'est des forces, c'est une force conservative. Par contre, il y a des frottements, éventuellement, le long de la poulie, mais alors, est-ce que ces frottements
Enfin oui, il y a des frottements, parce que si ça ne frottait pas, on glisserait dedans. Donc il y a des frottements. Mais le point clé, c'est que ces frottements ne travaillent pas. Parce que la vitesse du fil par rapport à la poulie, précisément parce que ça ne glisse pas, cette vitesse est nulle. Or, la puissance d'une force, vous vous rappelez, la puissance d'une force, c'est F scalaire V. Ou si vous voulez, c'est le travail, enfin, delta W sur dt, avec le travail élémentaire qui était F scalaire dr. Donc, mais en tout cas, donc ce travail élémentaire, il vaut 0, ou la puissance vaut 0, dès lors que la vitesse relative entre le support et le corps qui frotte sur le support est nulle. D'accord ? Donc, en fait, il y a des forces de frottement là-dedans, mais elles ne vont pas travailler, tout simplement. Voilà. OK ? Donc, effectivement, l'énergie va se conserver. Il n'y a pas de dissipation dans le système. Et donc, on va juste écrire la conservation totale de l'énergie. Et on va écrire l'énergie, puis on va écrire que sa dérivée est nulle. Alors, quelle est l'énergie mécanique de ce système? L'énergie totale de l'ensemble du système, poulie plus masse. Alors. Oui, alors déjà, absolument. EM1 plus EM2 plus EM poulie, voilà, EMP. Enfin, je vais mettre poulie parce que P, c'est pas énergie potentielle. C'est EM de la poulie, allez, EM du corps 1, EM du corps 2 plus EM de la poulie. Voilà. Alors, l'énergie mécanique du corps 1, cinétique plus potentielle. Donc, on a 1,5 de M Z1 point carré, peu importe c'est vers le haut ou vers le bas, c'est la vitesse au carré, plus, alors ça c'est de l'énergie cinétique du corps 1, l'énergie potentielle du corps 1, bon je vais prendre un 0 quelque part, et puis je vais appeler Z1 c'est l'abscisse du corps 1, Z2 c'est l'abscisse du corps 2, donc si je prends comme origine pour l'énergie potentielle l'abscisse Z égale 0, j'ai ici mgZ1. Et pour le corps 1, c'est tout. Énergie cinétique plus énergie potentielle. Pour le corps 2, pareil. 1,5 de mz2 point carré plus mgz2. Voilà, l'énergie potentielle associée au corps 2. Et maintenant... Il faut préciser que c'est ça, pardon. Il faut préciser les masses, c'est pas M2. Ah oui, merci. Oui, exact. M2, M1, M1. Oui, tout à fait. Plus... Donc l'énergie mécanique de la poulie. Alors il y a une énergie potentielle, surtout cette poulie, elle a une masse grand M, elle est à une certaine hauteur, mais bon, ça ne va pas varier, donc dès qu'on va dériver, ça va faire 0. Enfin, je vais le mettre juste pour mémoire. Donc M poulie, elle s'appelait grand M, je crois, la masse de la poulie. Oui. Donc mg Z poulie, Zp, ok. Plus l'énergie cinétique de la poulie. Alors l'énergie cinétique de la poulie, certes la poulie n'est pas en train de bouger, mais par contre les points de la poulie, oui, ils bougent. Donc, il y a une rotation. Donc il faut mettre là l'énergie cinétique de rotation. Alors quelle est l'énergie cinétique de rotation de la poulie? Voilà, 1,5 de I, le moment d'inertie de la poulie, fois oméga 2, θ point carré. Là. Voilà. À nouveau, peu importe dans quel sens ça tourne, c'est θ point carré qui compte. Évidemment la même énergie qu'on tourne dans un sens ou dans l'autre. D'où ce carré. Ben voilà, donc on a l'énergie totale du système en fait. C'est très simple. Et maintenant, on dit l'énergie se conserve. Énergie égale constante. Par conséquent, D de l'énergie sur dt, D de E, M, tot, total, voilà. B de En tot sur dt égale 0. Et donc, allons-y. Alors, on dérive ça, ça fait M1 Z1 point Z1 2 point plus Mg Z1 point, pardon, M1 G Z1 point,
plus 1,5, donc le 1,5 s'en va, donc plus M2 Z2 point Z2 2 points plus M2G Z2 points, ça fait 0, plus I θ point θ2 point égale 0. C'est bon pour tout le monde là que la dérivée de Z1 point carré sur dt c'est 2 Z1 point d de Z1 point sur dt. Et ça c'est Z1 2 points. Pareil pour les θ. d de x2 c'est 2x dx. Voilà, donc on a cette équation précieuse qui contient la dynamique du problème. Alors évidemment, il y a pas que l'inconnu qu'on cherche, Z1 2 points, l'accélération du coin, mais Z2 points, on sait que c'est relié à Z1 point, puisqu'on a déjà vu que Z2 2 points, Z2 2 points, c'est moins Z1 2 points. Ça, c'est juste que le fil est inextensible, donc l'accélération de chaque corps est la même, juste pas dans la même direction. Et on a déjà su relier θ point à Z point. Donc on a donc θ point égale RZ1 point, bah, c'est encore écrit là. Pardon, sur R, merci, bien sûr. Sur R, voilà. Donc je le remplace là-dedans, et puis c'est fini. Allez, je vais tout mettre, puis après on divisera par M1, mais pour pas... Oui. Vous pouvez juste rappeler comment ça... Oui, voilà, c'est Celle-là? Alors ça, c'est simplement que la vitesse de ce point-là, par exemple, qui est la même vitesse que ça, qui est la même vitesse, enfin, la vitesse de la corde, en fait, d'accord? La vitesse de la corde, puisqu'elle est fixée sur ce cylindre qui tourne à la vitesse angulaire θ point, la vitesse de la corde, c'est R fois θ point. D'accord? Parce que pendant dt, la distance parcourue par la corde, c'est R dθ. Pendant dt. Donc la vitesse, c'est R dθ sur dt. Voilà. Donc la vitesse de la corde, c'est R θ point. Et par conséquent, θ point, c'est Z1 point sur R. Bon là, c'est la vitesse par là. Hein. Faire attention aussi, mais on l'a bien fait. Donc, je vais mettre que du Z1. Alors, Z1 point, Z1 2 point, ça c'est bon. Plus M1G, Z1 point, là je fais que recopier. Plus, alors là, on va remplacer Z1 point par moins... Z2 point par moins Z1 point. Donc, moins M2... Pardon, Z1 point, mais pareil, Z2 2 points, c'est moins Z1 2 points, donc moins, ça fait plus ici. Z1 2 points. Moins M2G Z1 point. Et là, je remplace les θ par des Z sur R. Enfin, les θ points par des Z1 point sur R. Donc, plus I Z1 point, Z1 2 points sur R2. Le tout égale 0. Et donc maintenant, on voit qu'il suffit de simplifier par Z1, par Z1 point, il y a Z1 point partout. Et puis, on regroupe les Z1 de points. Égale donc j'ai du M1 plus M2 plus I sur R2. Et ça vaut M2 moins M1, Z1 point C. Ah oui, c'est bien ça. Voilà. Et donc on trouve M2 moins M1, G sur M1 plus M2 plus I sur R2. Et voilà. Qui est la même chose que ce qu'on avait évidemment tout à l'heure.
Ok? Donc vous voyez, le raisonnement énergétique est très rapide. Bon, c'était pas très long non plus, l'autre on l'a détaillé petit à petit, mais il fallait appliquer les moments, le théorème du moment cinétique. Là, on peut se dispenser de ça juste en écrivant, une fois qu'on sait que l'énergie cinétique de rotation c'est ça, et ben, on écrit l'énergie totale, on dit qu'elle se conserve, c'est-à-dire qu'on la dérive, on dit que c'est nul, et on a le résultat. Par contre, encore une fois, ça ne nous donne pas les forces T1 et T2. T1 et T2 font ce qu'il faut pour que le mouvement soit ça. Donc maintenant, si on veut T1 et T2 dans cette approche, bah, il faut écrire le théorème, bah, ou n'importe quoi. Enfin, il faut écrire par exemple, on écrit que ce Z1 de point qu'on vient de trouver, en fait, c'est, or, bien sûr, Z1 de point, enfin, M1 Z1 de point, c'est la somme des forces. Donc, c'est T1 moins M1G. Et donc, voilà T1. T1, ça vaut M1 fois ça, plus M1G. D'accord? Donc, c'est pas compliqué du tout. Oui? Mais j'ai pas compris pourquoi il y avait pas de frottement. Alors, il y a des frottements, mais ils ne travaillent pas. Alors, en fait, il y a... Là, on revient sur le même truc délicat de ce matin. Quelles sont les forces qui s'exercent entre le fil et la poulie? Alors... Bon, d'abord sur le coup de la vitesse relative. Prenons... Voilà. Il y a des frottements qui font que ça glisse pas. Maintenant, si je fais ça, quel est le travail de la force de frottement? Elle ne travaille pas. Elle ne fournit pas d'énergie. Pourquoi? Parce que la puissance de la force de frottement, c'est F scalaire V, mais V est relative. La vitesse du point d'application, enfin, la vitesse, la force de frottement, elle s'exerce entre ça et le support. S'il n'y a pas de vitesse entre les deux, ok, il y a un déplacement global, mais qui n'est pas lié à la force. Donc vous vous rappelez ce qu'on a dit au début, le travail de la force, c'est la contribution de la force au mouvement, enfin la contribution spécifique de la force au mouvement de la particule. Donc la vitesse relative, enfin, il y a un travail lorsque ça glisse dessus. Si ça ne glisse pas, il n'y a pas de travail. Donc il n'y a pas de perte d'énergie. Le fait que, si là vous avez une toute petite force de frottement ou une énorme, si c'est collé à la glu héraldite ou je ne sais pas quoi, le fait que, ça ne me coûtera pas plus d'énergie de faire glisser la table dessous. C'est-à-dire la force de frottement ici ne retire pas d'énergie au système. Je n'ai pas besoin de lutter plus fort si là c'est collé très très fort ou si c'est collé un tout petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les forces de frottement ne travaillent que s'il y a effectivement un glissement là où ça frotte. La corde, elle va glisser sur Alors la force, elle glisse. Non, la corde, elle glisse pas. L'hypothèse, c'est que la corde ne glisse pas dans la rainure de la poulie, par exemple. Donc, ça la suit. Ben non, parce que sinon, si ça glisse dedans, à ce moment-là, ça ne va même pas la faire tourner. Enfin, si le glissement est parfait, s'il n'y a pas de frottement du tout, ça va... On s'en fout que ce soit un truc qui peut tourner. C'est-à-dire, si faire coulisser dedans la corde n'entraîne... Enfin, s'il y a zéro frottement, ça ne va même pas entraîner la poulie. Donc, elle ne tournera pas. Donc, l'hypothèse dès le début, c'était que ça reste solidaire. Alors, évidemment, ça reste solidaire de là à là. N'empêche, ici, ça décroche, et puis là, ça mange du fil. Bon, oui. C'est un peu spécial hein, de ce point de vue-là, mais voilà. Et c'est pour ça aussi, donc, oui, donc je considérais ce matin que il n'y a pas d'autre force, c'est-à-dire les forces qui s'exercent entre la poulie et le fil, ces forces éventuelles, en fait, elles comptent pour du beurre. Elles ne sont pas là parce qu'elles ne travaillent pas. Alors, est-ce qu'elles contribuent quand même
à faire tourner... Oui, alors c'est là où c'est un peu délicat. En fait, waouh, ouais, ça y est, je vois le truc. Le truc qui me gênait un tout petit peu ce matin, où j'ai dit, on va supposer qu'il y a juste ces forces-là, et puis on y reviendra. Alors en fait, effectivement, la force... Waouh, ah ouais, c'est intéressant. Cette force T moins T2, là, dont je dis qu'elle s'applique sur la poulie pour la faire tourner, j'ai dit donc je mets toute la force ici, et puis je mets rien là. Et puis là, je mets toute la force qui soutient ce fil ici, puis je mets rien là. En fait, le truc c'est que la force, elle va être répartie. Mais la difficulté, c'est que vous avez un petit bout ici, un petit bout là, un petit bout là. Toutes n'ont pas la même direction. Cette petite force que le fil avec lequel le fil tire enfin, entraîne la poulie. Par contre, ça va être toujours tangentiel. Et donc, le moment produit par cette force en ce point-là, c'est-à-dire ce qui fait que cette force modifie la rotation de la poulie, peu importe si tout est là ou si c'est réparti, et peu importe la répartition, puisque chaque petite force dF va produire un moment qui vaut dF fois le rayon de la poulie, et là en l'occurrence moins U delta. Est-ce que vous voyez ça? Que ça, c'est le moment. Donc ce matin, je n'ai pas été méga rigoureux, du coup, mais c'est bien, comme ça, là, on le fait proprement. Allez. Bon, c'est un peu subtil, hein, mais tant pis. Faire les choses proprement. Donc, là, il y a une force T2 comme ça. Ah oui, c'est assez joli en fait. Ok, donc là il y a M de G. Et là il y a T2, okay, qui ne vaut pas M de G, hein, qui vaut M de G plus l'accélération, enfin sur M. Plus M fois l'accélération. Donc là, le fil entraîne la poulie. Donc il y a effectivement des forces de frottement ici qui vont tirer la poulie. Alors sur une petite longueur dl ici de fil, il y a une certaine force df, d'ailleurs qui n'est pas forcément la même partout, je vais la noter df. Que vaut le moment de cette force par rapport au point O? Eh bien, par rapport à l'axe delta, c'est O, si j'appelle ce point-là M, ça va être OM vectoriel df, scalaire U delta, si je projette le moment sur l'axe delta. D'accord? OM scalaire vectoriel df, ça fait le rayon, enfin en norme, c'est le rayon fois df, le sinus de l'angle de 0, donc ça fait R df. Et en direction, c'est suivant moins U delta, puisqu'on a décidé d'orienter U delta vers l'avant. Donc ça fait, moins RDF. Donc le moment de cette petite force dF, c'est moins RDF, indépendamment d'où on se trouve en fait. Donc quand je vais faire la somme de tous les moments, de toutes les petites forces ici réparties, quelle que soit la façon dont ça se répartit, le moment total induite par ces forces sur la poulie, c'est la somme. C'est la somme des moins RDF sur tout le pourtour de θ égale 0 à θ égale pi sur 2, là. Et donc ça va faire R fois la force totale. Mais la somme des normes des forces. Ça, c'est la norme de dF, ce dF.
Enfin, c'est la somme des dF, quoi. C'est la force totale. Et cette force totale, c'est bien ça qui retient le fil. Donc, au total, ça fait T2. Donc, en fait, que je mette ce T2 ici, ici, n'importe où, en fait, c'est vrai qu'il change de direction à chaque endroit. Ça dépend comment c'est fait. J'ai pris ce matin l'exemple de la chaîne où, en fait, on vient mordre sur la chaîne ici, puis après, tout le reste, elle est lâche, la chaîne. Je disais qu'elle est lâche. Effectivement, si vous tenez, enfin, si vous enclenchez une dent dans la chaîne, tout est là. Le reste, il n'y a pas de force. Donc ça, c'est le cas extrême où toute la force est là, et là, il n'y a rien. L'autre cas extrême, c'est un truc complètement lisse et toute la force est répartie de façon homogène le long de la surface. Mais ce qu'on vient de montrer là, qui est un petit peu de degré plus, mais enfin c'est ça qui se passe en vrai, c'est que quelle que soit la façon dont se répartit la force le long de la poulie, de toute façon le moment total sera le même, il vaudra R fois moins T2, enfin cette force-là, R fois T2 d'ici. Et du coup, comme c'est la seule chose qui compte pour le mouvement de la poulie, c'est la somme des moments qui s'exercent sur elle, eh bien on s'en fiche que tout s'applique là ou que ça s'applique le long. D'accord ? Donc effectivement, ce matin, pour simplifier, et avec l'espèce d'intuition de la chaîne que là, il ne se passe rien, on avait dit tout se passe là, mais c'est une simplification, c'est une hypothèse qui n'est pas justifiée de manière générale, mais ça ne change rien. Là, on vient de montrer proprement que ça ne changeait rien. Quelle que soit la répartition de la force là-dessus, le moment produit sera le même que toute la force en ce point-là. Ou toute la force en ce point-là, d'ailleurs. Peu importe, justement. Oui ? J'ai pas tout compris, mais... Ouais, c'est peut-être pas très grave. On peut en discuter après, mais c'est un peu délicat. Faisons l'hypothèse de la chaîne qui s'enclenche dans des dents. Et donc, une fois quand c'est enclenché, voilà, toute la chaîne elle est suspendue à cette dent-là. D'accord ? Et puis du coup, là, c'est complètement lâche. Et à ce moment-là, il y a toute la force qui vient tirer ici. Pareil, et la dernière, quand ça libère le dernier maillon, bah, il est suspendu à ce cran-là. Puis le reste, il n'y a rien. Voilà. C'est ce qu'on a fait ce matin. J'ai fait cette hypothèse que ça se passait comme ça. En fait, en toute rigueur, si ce n'est pas une chaîne, la force est répartie le long. Mais ça ne change rien en vertu de ce qu'on vient de voir là. Et qui est peut-être un tout petit peu subtil, mais on pourra en parler après. En tout cas, voilà, je pense que ça répond quand même à l'ensemble de la question. Donc, on a répondu à la question 2 sur l'énergie. Bon, puis après, c'était les raisonnements qualitatifs que j'avais fait spontanément ce matin. Hein, qu'obtient-on dans le cas M1 égale M2 ? Évidemment, du coup, ça ne bouge pas, etc., etc. Et dans le cas où grand M est très petit et négligeable, on peut citer. Alors, si grand M est négligeable... Est-ce que ça change la valeur de... Alors, si grand M est négligeable, ça va influencer là-dessus. Ouais, ça c'est un MR2 avec un certain coefficient géométrique. Ça va être négligeable. Donc c'est ça qui va être négligeable. Voilà. Donc tout se passe comme si l'inertie du corps 1, c'était la somme des deux inerties. Voilà. Que vaut l'accélération si M2 égale 2M1 dans le cas où M est négligeable ? Si M2 vaut 2M1, ça divise par 2. Vous voyez, donc ça fera ça qui vaut M1, et puis ça qui vaudra 2M1. Donc on aura Z de point qui vaut 1,5 de G. Donc ça freine. C'est comme si la pesanteur était 2 fois plus faible. Simplement parce qu'il y a 2 fois plus d'inertie. Enfin, 3, mais il n'y a que la différence des deux qui joue. Enfin bref, ça fait ça. Ok, allez, je crois que c'est bon pour cet exo-là. Alors, on va en faire d'autres avec les moments cinétiques, comme ça va... Enfin, j'espère que vous comprendrez un peu l'essentiel de ce qu'on peut vous demander là-dessus. C'est toujours pareil, hein, on écrit les équations du mouvement, on écrit le théorème du moment cinétique pour gérer la rotation. Éventuellement, si on ne nous demande pas trop de détails, on peut raisonner simplement avec l'énergie. Mais bon, il n'y a aucune difficulté. On écrit ce qu'on sait et on en déduit ce qu'on ne sait pas. Alors, je vous propose de passer à l'exercice 2.
est-ce qu'on fait 2 tout de suite? Ouais, et puis après on fera la... Ah ouais, on va les faire dans l'ordre en fait, parce qu'ils sont pas mal du tout en fait ces exos. C'est des exos que j'avais posés dans le temps, dans des examens, des choses comme ça. Alors, le yo-yo. On verra si on traite tout juste un peu. On va essayer d'en faire le maximum. Alors, on considère un yo-yo de masse grand M formé de 2 disques homogènes. Alors, vous connaissez tous le principe du yo-yo. Donc, alors, les notations, les voici. Donc, l'axe, il est là. Donc, le fil est enroulé comme ça, d'accord? Ça va tomber dans un champ de pesanteur G comme ceci. Donc, je sais pas, je vais prendre à nouveau un axe Z. Dire vers un 0 quelque part. Je peux l'orienter vers le bas d'ailleurs, pourquoi pas, enfin je sais pas, on verra. Donc, le petit axe, enfin la petite pièce centrale, c'est un cylindre de rayon petit r. Donc ce diamètre-là, c'est 2 petits r, petits rayons. Et puis, le corps extérieur du yo-yo, ce sont 2 bouts de cylindre, comme ça, mis de part et d'autre du petit cylindre central. Et lui, il a pour diamètre 2 grands R. Le fil est de masse négligeable. On le fixe à un doigt quelque part ici, enfin, ou à un mur, voilà. Donc là, c'est fixe, ça ne bouge pas. Et le yo-yo le fil se dévide, là comme ça, le yo-yo tombe en tournant du coup. Alors on va voir pourquoi d'ailleurs. Alors on fait l'hypothèse ici que le fil est de masse négligeable, d'accord. Donc la tension va se propager, ça, ok. Et que le fil est inextensible, d'accord. Voilà, et que ce petit cylindre-là on nous dit qu'il est très court, c'est-à-dire cette longueur-là est petite. Alors petite, ça veut dire quoi? Ça veut dire typiquement petite devant les autres dimensions, petite devant grand R par exemple. Voilà. Alors, quelle simplification résulte de l'hypothèse que le cylindre central est très court? Bon, ça, pour gagner du temps, je vous dis ce que j'entendais avec cette question. C'est que s'il n'est pas court, ce truc-là, vous allez voir tout de suite ce qui se passe. Prenons un yo-yo comme ça, avec un fil enroulé là. Clairement, il ne va pas se passer ce qu'on veut là. Si on suspend le truc là, il va basculer comme ça va être l'enfer. Donc l'idée c'est que c'est tout petit et donc ça va bien rouler droit sans commencer à basculer en plus comme ça. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment des forces parce qu'en fait, il y a le poids, disons, qui va s'appliquer au milieu, genre là. Et donc ce poids par rapport à cet axe-là, par exemple, ou celui-là, il va faire tourner comme ça. Et ça, on veut l'éviter. Donc si le poids vient tout près, enfin si on est pile dans l'axe, par contre, ça ne va pas le faire. Le moment devient nul par rapport à cet axe-là, donc ça ne va pas tourner comme ça. Donc s'il est tout petit, le poids va agir tellement près de l'axe que le moment va être quasi nul et donc ça va bien se dérouler tout droit. Donc c'était juste ça, c'est pour éviter de faire le mouvement à 2 dimensions, enfin 2 dimensions de rotation. Là, il n'y a un seul axe de rotation. Tout va tourner autour, dans le référentiel du yo-yo, autour de l'axe du yo-yo, l'axe principal du yo-yo qui est donc celui-ci, je vais appeler delta, tiens. Et puis on va l'orienter dans quel sens? Droite, gauche? Droite. Allez. Plus delta comme ça. Voilà. Donc tout va tourner autour de l'axe delta. C'est-à-dire que le sens positif des angles, c'est comme ça. Ça tombe bien. Enfin oui, non, ça dépend dans quel sens ils ont roulé le truc. Enfin ok. En tout cas, c'est comme ça. Vous l'avez choisi, c'est gagné. Premier qui parle a raison, c'est... Voilà. Le yo-yo étant lâché sans vitesse initiale, déterminer l'accélération de son centre de masse ainsi que la tension du fil T. Donc là, on nous demande tout, donc on va écrire tout.
Puis après, vous voyez, la question d'après, c'est retrouver l'accélération en résonance sur l'énergie. Donc on fera comme tout à l'heure, on retrouvera l'accélération, sachant que dans cette dernière question, on ne nous demande pas la tension du fil, donc ce n'est pas la peine de résoudre tout le mouvement. Alors allons-y, je vais le représenter, du coup, comme il ne va pas y avoir de mouvement dans cet axe-là, je vais le représenter vu de profil, enfin vu de par là, d'accord, le sens de l'axe. Alors, par exemple d'ici, donc j'ai le fil, j'ai le petit, la barre le cylindre central sur lequel s'enroule le fil, d'accord, d'épaisseur négligeable, donc voilà. Et puis il y a le, je sais pas si c'est à peu près correct, ça c'est le cylindre autour. Donc là il y a petit r, là, ça c'est petit r. Et puis tout ça, alors attention, c'est un petit peu c'est décentré, bien sûr, hein. Sinon, justement, ça se déroulerait pas. Et tout ça, c'est grand R. Je vais noter comme ça. D'accord. Je ne sais pas si c'est super bien centré. Enfin, voilà. OK. Et donc, on suppose que c'est enroulé comme ça. Donc, je le regarde par ici. Delta, U delta est vers l'arrière du tableau. D'accord. Et voilà, donc ça c'est suspendu à un doigt qui ne bouge pas ou à un plafond, voilà. Et puis ça va se dérouler. Donc on démarre sans vitesse initiale. C'est le rayon du... D'accord? C'est ça, voilà. Le rayon du cylindre extérieur. On nous dit quoi d'autre? Ah, on nous dit que les deux disques sont homogènes. Et ils sont identiques. Ah oui, ces deux-là sont identiques. Et celui-là est de longueur négligeable et de masse négligeable aussi. Donc le petit, il ne va pas compter dans l'inertie. Par contre, faire tourner les rouleaux autour, ça va coûter de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a une inertie à la rotation. Donc il y a un moment d'inertie qui fait que ce n'est pas gratuit de le mettre en mouvement. Ok, alors allons-y. On a un corps. Un seul, là du coup, enfin c'en est deux mais qui sont reliés de façon fixe, donc il n'y a qu'un seul corps, les deux rouleaux extérieurs forment un corps solide. Et ben on va écrire ce qu'on sait sur ce corps, voilà. On va écrire le mouvement de ce corps. Alors il y a un mouvement global de translation du centre de masse, enfin le corps lui-même est en translation, est en rotation autour de son centre de masse, manifestement ça va tourner autour de ça, mais par contre le centre de masse lui se déplace, donc il y a les deux. Alors, ce qu'on peut déjà écrire, c'est le théorème du centre d'inertie. Ça, c'est toujours très simple à faire. Ça contrôle entièrement le mouvement global du corps, c'est-à-dire le mouvement de son centre d'inertie. Le théorème du centre d'inertie nous dit que, en tout état de cause, d de mvg sur dt, ça, c'est la somme des forces. C'est-à-dire, en l'occurrence, quelles sont les forces? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a la tension du fil. Et le poids du cycle, enfin du yo-yo. Ouais. Okay. Alors je l'applique, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore fait, mais j'applique le poids au centre de masse, qui se trouve être le centre, puisqu'on a des cylindres qui sont homogènes, si j'en ai aussi. Donc le centre de masse est au milieu, sur l'axe. Il y a donc le poids et la tension du fil. C'est les deux seules forces. Par conséquent, je peux déjà écrire que mdvg sur dt, ça va être égal à t plus grand mg, grand m étant la masse totale de l'ensemble du yo-yo, c'est-à-dire des deux cylindres extérieurs, celui du milieu étant négligeable. Ça, c'est toujours vrai, quel que soit le système. Si vous avez plein de corps, des points matériels non liés entre eux, dans tous les cas, on a ça. Et VG, VG, c'est, si j'appelle cette coordonnée-là ZG, ou même Z, tout simplement, VG, c'est Z point. Alors attention au signe, si j'oriente Z vers le haut, enfin peu importe, ça, je vais l'écrire comme ça fait MZ point UZ, d'accord ? Qui doit être égal à, alors,
la norme de t dirigée vers le haut. Alors, bon, ok. J'oriente z vers le haut, donc uz est comme ceci. Donc ça, c'est mz point égale la norme de t. Je projette en fait tout ça sur uz. Moins grand mg. Voilà. Ouais. Alors la norme de t, je ne la connais pas. J'ai donc ici, si je la connaissais, ce serait réglé. Z point égale ça, point. On a le mouvement et c'est terminé. Évidemment, je ne la connais pas. Donc j'ai une équation, mais deux inconnues. Donc il m'en faut une autre qui fasse intervenir t. Et ça va être justement... T, son effet, c'est de faire tourner le yo-yo. C'est lui qui fait tourner le yo-yo. Ce n'est pas le poids qui fait tourner le yo-yo. S'il n'y a que le poids, bah, ça tombe tout droit. Mais vu qu'il est retenu par le côté, ça fait un certain moment autour de l'axe ici. Donc c'est lui qui va faire basculer. Donc je vais écrire maintenant, en plus du théorème du centre d'inertie, le théorème du moment cinétique. Ce théorème du moment cinétique, alors attention, donc je vous rappelle de manière générale, c'est d de sigma O sur dt égale somme des moments au point O des forces, à condition que O soit fixe, ou que ce soit le point G. Ça tombe bien, ce ou, parce que là, on va évidemment avoir envie d'appliquer ce théorème du moment cinétique par rapport à l'axe delta, puisque c'est bien par rapport à cet axe-là que ça tourne. Mais sauf que le point G, il n'est pas fixe. Mais c'est le point G, donc on peut l'appliquer. Et puis, puisque tout tourne autour d'un seul axe, justement, on a évité que ça bascule comme ça, on va projeter directement ce théorème du moment cinétique général sur l'axe delta, et on va écrire d de sigma delta sur dt égale somme des moments donc, par rapport à delta. Donc il va y avoir le moment par rapport à delta du poids, plus le moment par rapport à delta de la force T. Monsieur, Ouais. est-ce que vous pouvez juste me rappeler encore quand vous écrivez MO, le O, il... O, c'est le point par rapport auquel on regarde la rotation. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on avait notre barre là au début, oui. c'est le point par rapport auquel on fait tourner. Donc le moment dépend du point. Si on fait tourner par rapport à là, le moment sera plus grand. Et sur... Donc en fait, on peut choisir. Ça, c'est vrai, quel que soit le point O. Donc l'idée, c'est de prendre un point O astucieux. Comme le corps, il tourne clairement autour du point G, là, on va prendre ce point-là pour l'appliquer. Alors on ne pourrait pas, si ce n'était pas le point G, parce qu'on ne peut appliquer ce théorème que si O est fixe, ou si le point O est le point G, en fait. On peut l'appliquer en un point fixe ou au point G. Okay. Donc, voilà. Et du coup, comme tout se fait autour d'un axe qui n'est pas fixe, mais qui a une direction fixe, on peut projeter ce théorème du moment cinétique sur l'axe en question pour obtenir le théorème du moment cinétique par rapport à un axe et non pas par rapport à un point. Et du coup, c'est plus une relation vectorielle, mais une relation scalaire. Donc on va juste écrire ça, et ça prend une ligne. Hein. Donc en fait, c'est un problème très simple. Une fois qu'on a compris qu'il fallait traiter d'une part le mouvement du point G, et ensuite le mouvement de rotation autour de G. Alors d'abord, que vaut sigma delta? Alors sigma delta, c'est... Ouais, enfin, c'est I delta, enfin, le moment d'inertie autour de delta, fois θ point. Alors, on va faire attention à... oui, non, c'est θ point, si θ est orienté en conformité avec l'axe U delta. Donc là, θ, c'est positif par là, en l'occurrence. Donc ça, c'est sigma delta. Donc le théorème du moment cinétique, là, il commence par I delta θ2 point, la dérivée de θ point.
par rapport au temps, égale, et maintenant on va faire la somme des moments. Alors quel est le moment du point par rapport à l'axe delta? C'est 0, d'accord? Le point, lui, ne fait rien tourner, ça passe par l'axe, donc voilà. Le bras de levier est nul, donc ça c'est facile, c'est 0. Et il reste le moment par rapport à delta de t, c'est t fois le bras de levier, c'est-à-dire petit r ici. Ça c'est sa norme, puis on va voir le sens. Donc en norme c'est tr. Enfin, ce que j'ai appelé t ici c'est norme de t, d'accord? En l'occurrence c'est dirigé vers le haut. Et donc ça fait tourner, si on le veut, on le fait O, le point d'application OM vectoriel t, ça rentre dans le tableau. Donc c'est suivant, plus U delta, donc je mets le signe plus. Mais de toute façon, on voit effectivement que T fait tourner, provoque la rotation du corps par là dans le sens positif. Donc c'est bien avec un signe plus ici qu'il faut mettre ça. Donc voilà, vous voyez c'est une ligne, hein, une fois qu'on a compris que sigma delta c'était simplement I θ point. Après il y a juste à calculer le moment d'une force en l'occurrence, puisque l'autre est nul. Donc on a cette nouvelle relation. Alors maintenant on a deux équations, mais on vient d'introduire une troisième inconnue, puisque maintenant, là on avait z point et t, on a réussi à relier t à quelque chose, mais à θ2 points. Donc maintenant il va falloir relier θ2 points, pardon, il y a un z2 points là, excusez-moi. Oui, c'est z2 points, c'est la dérivée seconde, évidemment, de la position, la dérivée première de la vitesse. Donc il va falloir relier θ2 points à z2 points, mais ça va être exactement comme avant. Le fait que, ici, la vitesse de rotation est liée à la vitesse de translation du point G, puisque le fil se dévide sans se tendre. Hein. Donc, lorsque G parcourt verticalement une distance dz, ou on va le faire autrement, lorsque θ s'accroît de dθ, donc on fait une petite rotation de dθ, de combien décroît, de combien chute z? Quand θ s'accroît de dθ, z décroît de petit r dθ. D'accord? On déroule une longueur de fil suivant θ, on déroule une longueur de fil r dθ quand on déroule quand on tourne de dθ. Donc z décroît de, alors petit r, hein, c'est enrobé sur le cercle de rayon petit r dθ. Par conséquent, la vitesse angulaire, θ point, on va dire la vitesse linéaire de G, z point, c'est, alors en norme c'est r θ point, évidemment, vu nos orientations, si θ point est positif, z en fait est négatif, donc il faut mettre un signe moins ici. Vous pouvez toujours raisonner d'abord en norme, et après vérifier dans quel sens ça va. Ok, ben voilà, on a la troisième inconnue, la troisième équation qui relie nos trois inconnues. C'est-à-dire que je peux directement relier ce θ2 point à z2 point. Donc ça, je le retraduis immédiatement comme I delta moins I delta z2 point sur R. Voilà. Et ça, c'est égal à la norme de t fois petit r. Non, j'ai mis grand R, j'ai dit petit r. Pardon, bien sûr. C'est le petit r, c'est celui-là. Excusez-moi. Voilà. C'est ça. Tu pourrais expliquer pour le moment de l'angle? C'est juste que Z, quand
quand θ point est positif, c'est-à-dire qu'on tourne par là, Z décroît. Okay. Donc, ben ça nous donne T en fonction de Z2 points. On le met là-dedans, et il n'y a plus que Z2 points. Et donc, on a l'accélération du yo-yo. Ok, donc T égale, la norme de T, c'est moins I delta Z2 point sur R2. Hein, donc ça, I c'est du MR2, donc ça c'est bien, I sur R2 c'est bien une masse, donc on a bien une force égale une masse fois une accélération, c'est homogène. Et il ne faut pas s'étonner d'avoir un signe moins là, hein, parce que la norme ici est positive, mais évidemment Z2 point en fait est négatif, c'est accéléré vers le bas. Donc tout va bien, je reporte ce T là-dedans, je ne sais pas trop où mettre, je peux effacer ça, c'est bon? Oui. Et donc ça fait Z2 point... pardon, j'ai dit que je mettais T là-dedans, ouais. Je vais tout diviser par grand M. Donc ça fait Z2 point, c'est T sur M, c'est-à-dire moins I delta sur grand M R2 que je passe de l'autre côté. Donc ça fait 1 plus I delta sur grand M petit R2. Je mets de l'autre côté. Ça fait moins G. Donc je vais diviser par grand M déjà. Voilà, et donc Z2 point égale moins G sur 1 plus I delta sur grand M R2, petit R2. Voilà, on a trouvé le mouvement. Alors après, si on veut le mouvement, on intègre ça une fois, on a Z point. Enfin, en fait, c'est une accélération constante. Donc c'est une chute libre, mais dans un champ de pesanteur effectif qui est réduit, qui n'est plus G, mais qui est G divisé par ça. Vous notez que ça, c'est toujours plus grand que 1. Donc c'est un champ de pesanteur qui est toujours ralenti. Parce que simplement, ça coûte de mettre en mouvement le cylindre du yo-yo. Et plus le moment d'inertie du yo-yo est grand, plus le yo-yo va chuter doucement. Si vous avez un énorme yo-yo, même s'il est très 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 lourd, ce qui va... Oui, justement, écrivons-le. I delta vaut combien en fait? On a dit qu'on avait deux cylindres, deux rayons grand R, homogènes. Alors, le moment d'inertie par rapport à l'axe du cylindre, vous vous rappelez de ce matin, c'est 1,5 de M grand R2, le rayon du cylindre. Alors là, il y en a deux, mais chacun fait la moitié de la masse, et donc la somme des deux moments d'inertie, c'est bien 1,5 de grand M la masse totale fois R2. D'accord ? Donc on peut même réécrire ça, Z2 point égale moins G divisé par divisé par 1 plus donc grand R2 sur 2R2, c'est ça? Voilà. Alors si grand R tend vers 0, c'est-à-dire que le moment d'inertie est très très faible, ça tend vers 0, on retrouve que c'est juste un corps qui chute libre. Mais plus R est grand, plus ça va chuter lentement, toujours à accélération constante, qui vaut ça, mais tout doucement. C'est effectivement, on peut vous amuser avec des yo-yo, c'est assez fascinant. Ça tombe lentement. Si vous avez... En fait, ce qui compte, c'est le rapport grand R sur petit r. Si vous avez un tout petit r, même si le r n'est pas si grand que ça, si vous avez un tout petit axe central, là, ça va tomber doucement. Alors, sauf qu'après, il y a un moment, si l'axe est vraiment tout petit, après l'épaisseur du fil va commencer à jouer. Parce que si vous faites 20 tours du fil sur lui-même, au début, le R effectif, il est plus grand, parce qu'il y a toute l'épaisseur du fil, puis de moins en moins. Donc ça ne va pas être aussi simple que ça si on veut traiter tout proprement. Mais enfin, il suffit de le faire. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de difficulté. À chaque instant, on a ça, plus celui-là que je viens d'effacer là, on les met ensemble et ça donne ça. Enfin, ça donne ce qu'il faut, la correction de ça, si jamais on néglige plus les masses et l'épaisseur du fil. Donc voilà, voilà la réponse. Alors, la deuxième question, c'est de retrouver ça avec l'énergie. Ah non, on nous demandait la tension du fil. Bah, la tension du fil, elle est... Ah ben on l'avait là, c'était... on avait I θ de point qui valait la tension fois R, c'est ça? Ouais. Oui. D sigma sur dt égale le moment de la force. Donc T, c'est I θ de point I θ de point sur R, et θ de point, c'est RZ de point, un signe près. Donc en fait, ça fait R. Bah, ça fait ça. Ah non, oui, il y a le M. C'est moins I de point sur R. Ça, c'est moins. Qu'est-ce que. Moins I. Facteur de Z de point. Ah, ici, moins I, oui. Z de point Sur R carré. Sur R carré. Oui. Oui, c'est ça, oui. Oui, θ de point, c'est moins Z de point sur R. Ok, et donc ça fait moins I, je vais reprendre la formule là-bas, moins I, donc plus IG, donc I sur R2, ok, ça fait I sur R2 sur 1 plus I sur R2, G. Ah non, sur MR2, G. Donc en fait, ça fait ça, ça. Voilà, qui est élégant. I sur MR2 sur 1 plus I sur MR2, ça c'est des nombres sans dimension, fois mg. Donc la tension, c'est le poids corrigé de ça. D'accord ? Donc si I tend vers 0, donc ça ne coûte rien, alors à ce moment-là, il est en chute libre, c'est ce qu'on retrouve là, donc c'est mg. T tend vers 0, il est en chute libre. Par contre, si I tend vers l'infini, à ce moment-là, le truc ne va pas tomber, c'est-à-dire qu'en fait, on sera à l'équilibre dans la limite où I tend vers l'infini, Z point tend vers 0, donc le corps est à l'équilibre, et donc la tension est égale au poids, enfin opposé, T égale mg, si I tend vers l'infini. Ok ? Bon, c'est amusant. Allez, raisonnement énergétique. Deuxième question. Alors là, il y a encore la petite subtilité que la tension ne travaille pas. Pourquoi la tension ne travaille pas? Parce que ça paraît un peu subtil, parce qu'il y a une tension qui s'applique en un point quand on a l'impression qu'il bouge ce point, puisque si on revient plus tard, le point, il va être là. Oui, mais en fait, la vitesse du point où s'applique la tension par rapport au fil, c'est 0. Justement, c'est comme si ça roulait sans glisser ici sur... D'accord, le cylindre intérieur roule sans glisser sur la verticale. Vous voyez ça? Puisque en fait, ça déroule le fil. Donc à chaque fois, ce point-là a une vitesse nulle. Exactement comme la roue qui tourne. Donc en fait, on a cette petite roue, le cylindre central, qui roule sans glisser verticalement vers le bas. D'accord? Donc, la tension ne travaille pas. Donc il n'y a pas d'énergie associée à la tension. Et donc il y a juste l'énergie potentielle du poids. Donc l'énergie totale du système, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors que vaut l'énergie cinétique? Et hop, on tombe sur le théorème de Koenig qu'il fallait donc qu'on fasse. Et donc on va faire. Ben voilà, c'est bien. De Koenig, le roi. Si vous avez fait de l'allemand. Voilà. Qu'on francise souvent de cette façon-là. Koenig, théorème de Koenig.
Alors, le théorème de Koenig nous dit une chose très simple, qui est très intuitive, qui nous dit que l'énergie totale de ce corps-là, bon, il y a l'énergie potentielle, ok, je vais le faire tout de suite. L'énergie potentielle, c'est mgz, ok, ça c'est réglé. Et l'énergie cinétique, alors, EP égale mgz, et l'énergie cinétique du corps, il nous dit exactement ce que nous dit notre intuition. C'est qu'il y a d'une part le mouvement global du corps qui a pour énergie cinétique 1,5 de mvg carré, comme si le point G, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, résumait à lui seul l'ensemble du système, c'est-à-dire que au niveau de la translation, c'est comme s'il y avait un point qui avait toute la masse du système et qui se promenait avec la vitesse Vg, enfin c'est la vitesse de ce point-là. Donc c'est comme s'il n'y avait qu'un seul point, le centre de masse, il va à la vitesse Vg, il a la masse m, donc ça fait une énergie 1,5 de mv2, mvg carré. Mais c'est pas tout. Le truc c'est que, oui, il y a tout le système qui se déplace, mais en plus il tourne autour de son centre de masse. Donc en plus de cette énergie qui correspond à la translation globale du système, il y a l'énergie de rotation. Il va bien falloir dépenser de l'énergie pour faire tourner le corps sur lui-même. Et quelle est cette énergie de rotation? Ben, simplement 1,5 de I θ point carré, enfin comme d'hab, oméga 2, quoi. Alors ça, on va montrer que c'est bien comme ça que ça se passe. Ça s'appelle le théorème de Koenig. Mais vous voyez qu'il est très intuitif. Je le démontre tout de suite après. On va finir l'exo d'abord. Il nous dit que l'énergie cinétique du système, c'est l'énergie globale de translation plus l'énergie de rotation autour du centre de masse. Autour d'un axe qui passe par le centre de masse. En l'occurrence, l'axe delta. Alors allons-y. Ça fait quoi? Donc 1,5 de mvg carré, ça fait 1,5 de mz point carré. OK. Et 1,5 de I θ point carré, ça fait 1,5 de I, et on a vu que le θ point, c'était Z point sur R. Donc ça fait sur R2, Z point carré. Par conséquent, l'énergie totale du système, c'est 1,5 de M, grand M, plus I sur R2, Z point carré, plus grand M GZ. D'accord? Énergie cinétique plus énergie potentielle. Donc vous voyez, on a toujours un 1,5 de V2, mais le paramètre d'inertie, en plus de la masse M, il y a le moment d'inertie, parce que ça coûte de faire tourner le corps sur lui-même. Et donc, maintenant on dit que cette énergie est constante, puisque le poids, enfin, il n'y a pas de force non conservative, le poids on l'a pris en compte dans l'énergie potentielle pesanteur, la tension T ne travaille pas, donc je peux écrire que D de E tot sur dt égale 0, ce qui me permet d'écrire tout de suite, donc je dérive ça par rapport au temps, ça fait 2Z points, Z2 points. Donc ça fait grand M plus I sur R2 Z point Z2 point plus MG Z point qui vaut 0. Et donc, je divise par Z point, je passe ça de l'autre côté, je divise par ça, et ça fait que je retrouve Z2 point égale moins MG. Le grand M plus I sur R2. C'est pas beau ça? Voilà, ou si on préfère, oui on préfère, ça va être plus joli encore, nettement plus joli, Z2 point égale moins 1 sur M plus I sur M2 G. Voilà. Bon, c'est la forme qu'on avait tout à l'heure. Et puis le I, on peut le remplacer par un I de N grand R2 si on veut. Voilà, voilà. OK? Any question?
Bon, la question d'après, déterminer le mouvement du yo-yo en bout de course, je vous propose de laisser ça, c'est pas très intéressant, enfin, c'est un peu complexe pour rien. C'est-à-dire quand on arrive au bout, du coup, le yo-yo va basculer à partir d'ici, donc ça pourra plus dérouler davantage, donc le yo-yo va basculer comme ça, il va remonter de l'autre côté. Bon, voilà. On va s'en tenir là pour l'instant, parce qu'on n'a malheureusement pas trop le temps. Il n'y a pas de difficulté particulière, mais il faut écrire effectivement ce mouvement global, en déduire la valeur de la tension, et on voit d'ailleurs que... Alors là, la tension, oui, on a vu que la valeur de la tension était constante hein, lors de la chute. Alors ici, par contre, ça va être plus grand, parce qu'à un moment, parce que en fait, c'est elle qui fait remonter le centre de masse. Bref, c'est un tout petit peu plus subtil à écrire, on va pas faire ça. Sauf si vous insistez. D'accord. Ok, alors, quelle heure est-il? Vous commencez à être fatigué, je prends ça en compte. On en refait quand même un petit encore, non? Alors, en fait, l'exercice 3... C'est ce qu'il faut en faire, je suis tellement nul. Non, mais... Si, ça, je sens que ça rentre. Alors, l'exercice 3, en fait, le cylindre, là, sur un mouvement, sur un plan incliné, là, j'ai fait une correction de ça sur la chaîne YouTube. Donc, je vous propose d'aller juste la voir pour ceux qui sont intéressés. C'est assez rapide, enfin... C'est assez complet, j'en profite pour faire quelques rappels. Je pense que c'est assez instructif, donc c'est une vidéo qui est à part. Ah, je peux peut-être... C'est pas dans une des séances, voilà. Je l'ai tournée à part, donc c'est juste, je sais pas, ça prend 20 minutes, je sais pas, que je déroule le truc et j'explique un peu le détail, c'est un peu physique. Je pense que ça pourra vous être utile, mais du coup, on va pas le faire là. On va plutôt faire la machine d'Atwood, là, qui est aussi un exo un peu classique. C'est un truc qu'on avait posé une année en CAPES blanc, d'ailleurs. Si vous cherchez sur la chaîne cylindre sur un plan incliné, vous allez trouver. Alors, la machine d'Atwood. Une poulie. On aime bien les poulies. Un corps suspendu à la poulie. Et donc de l'autre côté, il y a un autre corps. Alors celui-là pour masse M1, celui-là pour masse M2. Donc c'est comme tout à l'heure avec la poulie simple, sauf que au lieu de le faire pendre dans le vide, on repose ça sur un plan incliné. D'accord? Donc le deuxième corps ici repose sur un plan incliné d'un angle alpha. Et on nous demande des trucs. On nous demande des trucs. Alors, le fil entraîne sans glisser une poulie de centre C. Donc le fil ne glisse pas dans la rainure de la poulie, d'accord? Le centre C ici. Le fil, l'axe s'appelle delta. Et on a choisi pour vous l'orientation U delta vers l'arrière. Du coup, le sens positif pour θ, c'est celui-ci, hein, tire-bouchon. Il y a la tension T1 ici, la tension T2 ici, qui retient les deux masses. Alors du coup, même truc que tout à l'heure, on fait comme si ici il y avait directement... Ah, en fait, oui, il y a T1 ici. Il faudrait que je formalise un peu mieux pour moi-même aussi ce qui se passe ici, mais de toute façon, il faut bien retenir le... Enfin bref, ce T1 qui est éventuellement réparti là, on le met là parce que de toute façon, sur cette partie de fil ne subit aucune force, puisque, en fait, c'est une autre façon de le voir.
si vous prenez ce bout de fil, oui, j'ai dit qu'il fallait qu'on fasse un exo spécifique là-dessus. Si vous prenez un bout de fil comme ça, qui est tendu, mais qui n'est pas extensible, etc. S'il a une masse nulle, je vous ai bien dit, hein, ça c'est dans l'hypothèse où il a une masse nulle. S'il a une masse nulle, alors on peut écrire pour ce système, pour ce bout de fil-là, on peut écrire m accélération égale somme des forces. Mais s'il a une masse nulle, ben, la somme des forces égale 0. D'accord? Donc, si là, le poids, donc si le fil tire sur le poids à la force M1, à la force T1, le poids tire sur le fil à la force moins T1. Donc si là, il y a une force F qui s'applique, ici, il y a forcément la force moins F qui s'applique sur lui, puisque la somme des forces est nulle. D'accord? Donc dès lors qu'on tire là avec T1, on tire là avec T1. Et loi de l'action et de la réaction, donc ici, il y a moins T1. Et voilà. Donc en fait, ça justifie ce que je disais tout à l'heure. Mais il reste quand même la petite difficulté de ce qui se passe autour. Je m'aperçois que je n'ai pas les idées si claires que ça là-dessus. Ça devrait. Alors, est-ce que vraiment... Non, parce que la force n'est pas nulle, parce que sinon, ça glisserait. C'est assez amusant. Bon, en tout cas, comme on l'a vu, pour le moment, ça ne change rien. Techniquement, ce n'est pas un cas applicable à la réalité. Enfin, il n'y a pas de masse. Oui, mais on peut prendre un fil de masse très faible, et donc, malgré tout, on retomberait ça dans la limite où la masse est faible. Donc, non, quand même, il y a un truc à gérer là, il faut que je formalise ça un peu mieux. Ok, donc excusez-moi, mais en tout cas, on est d'accord que si là il y a T1, il y a T1 aussi, parce que le fil est sans masse, et donc sur lui s'applique une force totale qui est nulle. Sa masse est pas nulle. Mais bon. Ah oui, et puis cette partie-là, c'est comme s'ils sont attachés. Bon, bref, ils ont la même inertie. Faut que je fasse ça mieux. Je m'aperçois que je ne suis pas méga clair. Enfin bon, en tout cas, ça c'est correct. Par ailleurs, c'était donné dans l'énoncé, mais c'est pas une bonne raison. Des fois, c'est faux. Et ici, donc, moins T2. OK? Alors, bien sûr, il y a la résistance du support. Alors, est-ce qu'il y a un coefficient de frottement? Oh, c'est dommage. Bon, ok. Allez, donc, la résistance du support est normale. Sinon, on en met une petite par là. Ce qui serait intéressant, d'ailleurs, parce que du coup, on ne saurait pas dans quel sens la mettre. Parce que ça dépend dans quel sens ça va tourner, ça dépend du rapport des masses, de l'angle alpha, etc. Donc, si on voulait mettre des frottements là... C'est bien ça. Non mais, bon d'accord. Enfin, il suffirait de prendre la valeur algébrique, la projection de RT là-dessus, puis on verrait si ça doit être positif ou négatif. Ce serait intéressant. Tiens, un jour on fera ça. Enfin un jour. Quand vous aurez votre CAPES, vous reviendrez et puis on se fera une séance spéciale machine d'infood avec frottement. Ouais, voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on demande maintenant? Ah bah oui, il y a des points là. Donc là, il y a M1G. Là, il y a M2G. Après, il y a un truc là, il y a une réaction, une force de contact entre la poulie et l'axe. Et voilà. Il y a le poids de la poulie. Et le poids de la poulie. Et ben voilà. Elle a un moment d'inertie, cette poulie? Oui, I delta. Et le rayon R. Rayon de la poulie. Et ben voilà. Alors, maintenant il n'y a plus qu'à le faire. On a fait le plus dur. Là. On abandonne le système sans mouvement initial. On lâche et on voit ce qui se passe. Quelle relation doivent vérifier les grandeurs mentionnées ci-dessus, tous ces trucs-là, pour que les masses et la poulie restent immobiles? À quelles conditions le corps de masse M1 se déplacera-t-il vers le haut? Ok, eh ben, c'est parti. À quelles conditions ça doit être immobile? Alors, il faut que la somme des forces soit nulle pour chacun des corps, individuellement par exemple, et il faut que la somme des moments sur ce qui peut tourner soit nulle, donc la somme des moments là-dessus soit nulle.
Alors, bah, on va peut-être commencer par le plus facile. Je ne sais pas ce qui est plus facile, la somme des moments là-dessus. Alors, donc, la poulie ne doit pas tourner. Par conséquent, le moment, alors je vais directement projeter sur l'axe delta, parce que si ça tourne, ça va être autour de delta, l'axe fixe, de la réaction, plus le moment par rapport à l'axe delta du poids, plus le moment par rapport à l'axe delta de T, enfin de moins T1, plus le moment par rapport à l'axe delta de moins T2, égale 0. Moment de la réaction, 0, puisque ça passe par l'axe. Le poids 0. Moins T1. Alors, Cm, enfin ça si on l'écrit vectoriellement, ça fait C, je vais appeler ça le point I1 ici si vous voulez. I1, puis là I2. Donc CI1 vectoriel moins T1. Tout ça, scalaire U delta. CI1 vectoriel moins T1, ça vient vers nous. Ça a pour norme grand R fois, T, fois la norme de T1. Ça vient vers nous, donc scalaire U delta qui va vers l'arrière, ça va être un sigma. Donc ceci c'est moins R norme de T1. Et puis pour T2, par définition, ça va être CI2 vectoriel moins T2. Tout ça scalaire U delta, puisque j'ai décidé de projeter, de prendre uniquement le moment sur l'axe delta. Et donc ça fait CI2 vectoriel moins T2. Ça rentre dans le tableau. Ça a pour norme cette longueur-là fois celle-là, donc R norme de T2, et ça va être avec le signe plus. Plus R T2. Ah, ça glisse. Ah oui, tout à l'heure, au fait, quand on avait juste la poulie avec les deux masses, là, après on avait T1 et T2, et je sais plus si c'était vous qui disiez, intuitivement on avait envie de dire que T1 était égal à T2 parce que c'est le même fil, etc. Mais en fait non, T1 n'était pas égal à T2, hein, puisque d'ailleurs si T1 était égal à T2, justement ça ne tournerait pas parce qu'il y aurait le même moment sur la poulie. Donc il y en a un qui l'emporte en fait. Et la différence c'est précisément ce qui fait tourner la poulie. Mais là on est à l'équilibre, donc en fait ce qu'on voit c'est que oui, T1 doit être égal à T2. Enfin intuitivement c'est évident, parce que si on tirait plus fort là qu'on tire là, bah, ça tournerait par là et inversement, quoi. Donc, bien sûr, on trouve T1 égale T2. Oui, pardon. Vous pouvez remontrer Oui. Alors, deux façons. Soit on le fait avec la formule, la définition du moment. Avec les doigts. Eh ben, CI1, c'est ce vecteur-là. D'accord. Le moment de cette force-là par rapport à C. Ah oui, ce côté-là. On part du point par rapport au garde. On va vers le point d'application. Vectoriel de la force. Et ça nous donne le moment. Puisque le moment, on a choisi comme ça. Comme l'axe, on l'a choisi vers l'arrière. Alors c'est moi. Du coup, voilà, quand on fait produit scalaire avec U delta, du coup, c'est moins. Par contre, ici, on a CI2, vectoriel moins T2. Ça rentre dans le tableau. Et donc, c'est plus. Et dans tous les cas, je vous conseille vraiment de vérifier, après vous avez fait ça, vérifier que c'est cohérent. Cette force-là, elle fait tourner par là, d'accord? Et donc, ça doit être moins par rapport à une delta. Tire-bouchon. Tandis que celle-là, elle fait tourner par là, et ça doit être plus. Donc, vous pouvez vérifier que c'est comme ça. Quand vous avez fait les deux, vous êtes sûr que c'est bon, pas d'erreur de signe. Okay. Voilà, donc, la condition d'équilibre des moments nous dit que T1 égale T2, en ordre. Ok?
Le danger, c'est quand il faut trop se tordre, Ouais, bah, on prend la main gauche, Oui. on dit ah mais c'est... Et puis on oublie qu'on a changé de main. Oui, c'est ça. On peut prendre la main gauche et inverser le résultat. Faut pas l'oublier. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on change de main. Ok, donc T1 égale T2 à l'équilibre. Mais sauf que c'est pas tout maintenant. Ça, c'est pour que ça ne tourne pas, mais encore faut-il que... Encore faut-il... Alors, si ça ne bouge pas par ailleurs, T1, on sait très bien ce que ça vaut. T1, ça va valoir M1G. Hein? D'accord? Donc, équilibre du corps 1, ça nous dit qu'en fait la norme de T1, c'est M1G. Et l'équilibre du corps 2, donc ça veut dire finalement que T2 aussi égale M1G, d'accord? Mais l'équilibre du corps 2, maintenant, ça nous dit quoi, ça? Alors, ça nous dit que la somme des forces, là, de ces trois forces est nulle. Donc, en particulier, la somme des projections sur cet axe-là est nulle, et la somme des projections sur cet axe-là est nulle. Alors, sur cet axe-là, ça va juste nous donner la valeur de Rn, qui ne nous est pas demandé, on s'en fiche un peu, enfin, on va l'écrire puisqu'on l'a. Donc, ici, il y a alpha, par conséquent, ici aussi, il y a alpha, d'accord? Donc, on sait déjà, enfin, on est en train de trouver que la norme de Rn, c'est M2G cos alpha. Donc, on s'en fiche. Par contre, si on mettait des frottements, du coup, ça nous dit ce que va valoir RT, la force de frottement. Si ça glisse, ce sera mu fois ça, enfin, le coefficient de frottement fois ça. Donc, vous voyez que ce n'est pas gênant de rajouter des frottements. Donc ça, c'est la projection là-dessus. Puis la projection le long de la pente, ça nous dit que norme de T2 doit être exactement donc compensée par cette projection-là. Donc c'est M2G sinus alpha. Voilà. Donc on a écrit toutes les conditions d'équilibre, le corps 1 est au repos, le corps 2 est au repos, et la poulie ne tombe pas. Ça nous donne trois relations, enfin 4 si on oublie celle-là, enfin avec celle-là, 3 si on oublie. T1 égale T2, T1 vaut ça, et T2 vaut ça. Mais du coup, il faut que ça soit égal à ça. D'accord ? T1 doit être égal à T2, mais T1 c'est ça, et T2 c'est ça. Donc il faut que ça soit égal à ça. Donc la condition, finalement, c'est que M1G soit égal à M2G sin alpha. Alors vérifions un petit peu qualitativement. Si M2 est très grand, il faut que le sinus alpha soit petit. Enfin, si M2 est grand devant M1, bien sûr. Il faut que alpha soit petit, et voilà. Parce que si alpha est trop grand, ça va glisser. Mais donc, quel que soit M2, quel que soit le rapport M2 sur M1, il y a un certain alpha qui assure l'équilibre. Ça peut être une façon de mesurer les masses. Vous regardez à partir de quel alpha ça commence à glisser, et hop, vous savez exactement la masse correspondante. Bon, il faut négliger les frottements, hein, donc c'est pas forcément le plus précis, mais enfin, voilà. Ou sinon, je vous dis, on rajoute des frottements, et juste en plus ici, il va y avoir ça, plus, enfin, donc T2, ce sera ça, plus le maximum de la force que la force de frottement peut fournir, c'est-à-dire mu fois ça. Au moment où ça va décrocher, c'est-à-dire au moment où c'est plus possible de lutter contre le glissement. Enfin, voilà, c'était pas demandé, donc on s'arrête là. Alors, ensuite, à quelles conditions le corps
de masse M1 se déplacera-t-il vers le haut? M1 est inférieur à M2 sinus alpha. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, on pouvait virer le G, effectivement. Voilà. Donc, la condition, c'est que M1 ne soit pas assez fort pour contrebalancer. Donc, effectivement, c'est M1 inférieur à M2 sin alpha. Très bien. Si on a ça, la masse M1 va monter et la masse M2 descend. Alors, maintenant, on va rentrer dans le dur. Là, c'était même pas drôle. Donc on suppose dorénavant que cette condition est vérifiée et on s'intéresse au mouvement vertical de ce corps. On note T1, la norme de la tension T1. Donc là, attention, T1, c'est pas une valeur algébrique, c'est vraiment la norme. Bon, de toute façon, c'est clair qu'elle est dirigée vers le haut. Qui est aussi la norme de la force exercée sur la poulie par le fil vertical. Donc toujours le même raisonnement. On note de même T2, la norme de la tension T2, exercée par le fil, qui est aussi le module de la force exercée par la poulie, sur la poulie par le fil. On a donc T1 positif et T2 positif, mais a priori T1 différent de T2. Donc, si T1 égale T2, ça tourne, la somme des moments là-dessus est nulle, et par conséquent, soit c'est au repos et ça reste, soit ça a une certaine vitesse angulaire et ça la garde, puisque la somme des moments, c'est égal à la dérivée du moment cinétique. Donc a priori, T1 différent de T2. Alors, exprimé en fonction de la vitesse angulaire oméga égale θ point, le moment cinétique sigma c de la poulie par rapport à son centre, puis sa projection sigma delta sur l'axe delta. Là, c'est l'histoire de ma chaîne de travail. Alors, on garde ça dans un coin. On est sur la condition M1 plus petit que M2 sin alpha. Alors, la question, c'est exprimer en fonction de la vitesse angulaire oméga égale θ point le moment cinétique sigma c de la poulie. Alors, la poulie est symétrique par rapport à son axe, en l'occurrence. Donc sigma c, même en vectoriel, ça va être I de la poulie, comme on l'a noté, I delta, fois oméga. C'est-à-dire vecteur rotation, c'est-à-dire I delta, θ point, U delta. OK? Ouais. Le moment cinétique, pour un corps symétrique, c'est I fois oméga. D'accord? Ça, c'est la quantité de rotation. C'est l'inertie fois la vitesse de rotation, vitesse angulaire. Voilà. Et oméga, c'est juste θ point dirigé suivant U delta. OK? Puis sa projection sur l'axe delta, on va noter sigma delta, bah c'est sigma c scalaire U delta, et donc c'est I delta θ point. Ok. Troisièmement, appliquer le théorème du moment cinétique à la poulie et en déduire une équation différentielle portant sur θ, faisant intervenir tous les machins. Okay. Alors, théorème du moment cinétique à la poulie, c'est simplement d de sigma delta sur dt égale somme des moments des forces par rapport à delta. D'accord? C'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Le moment de celui-là, c'est 0. Le moment de celui-là, c'est 0. Donc il y a ces deux moments-là, on les a déjà calculés tout à l'heure. C'est, alors, qui fait tourner dans le sens plus, il y a T2, T2R, moins T1R. T2 moins T1R. Et ça, ça c'est donc I delta θ de point, voilà, qui vaut T2 moins T1R.
Oui, à chaque fois, c'est une ligne hein, d'écrire les théorèmes généraux. Hein. La dérivée du moment cinétique est égale à la somme des moments, donc ça. Pouf. Ok. Ensuite, quatrièmement, appliquer la relation fondamentale de la dynamique au corps de masse M1 et en déduire une équation différentielle portant sur Z1. Donc là, c'est un hommage de travail. Donc sur le corps M1, la relation fondamentale de la dynamique nous dit que M1 fois son accélération, Z1 de point, est égale à la somme des forces qui s'appliquent sur le corps 1, c'est-à-dire T1 moins M1G. Cinquièmement, vous me dites si je vais trop vite. Hein. Ça va? Bon. Cinquièmement, appliquer la relation fondamentale de la dynamique au corps de masse M2. Ok. M2. Alors, là, il y a, on va la projeter sur cet axe-là. D'accord hein. Alors, on l'appelle comment ce truc-là? Il a un nom? Ah oui, il a un nom. Il s'appelle X. Ok. Donc, on va appeler X2 la position du corps 2 suivant cet axe. Et donc, on a M2 X2 de points. La masse fois l'accélération sur cet axe-là, qui est égale à la somme des forces projetées sur cet axe. C'est-à-dire, moins T2 et la norme, ça tire par là, plus la projection de M2G sur cet axe, c'est-à-dire M2G sin alpha. Voilà. Sixièmement, c'est trop facile, c'est pas possible. C'est un peu bizarre qu'ils aient projeté l'actrice sur. Non, bah, il est pas orthogonal à Z. C'est pas grave. Vous l'appelez grand X si vous préférez, mais enfin, bon, ça ne change rien. Mais effectivement, il faut faire attention que UX, KDR UZ, c'est pas 0. Ça, c'est sûr. Quelle relation relie la vitesse du corps 1, Z1 point, la vitesse du corps 2, X2 point, et la vitesse angulaire de la poulie, θ point? Bon, on commence à avoir l'habitude. Hein. Donc, Z1 point, la vitesse par rapport à X, X2, ça donne quoi? Donc, évidemment, tout va à la même vitesse. Le fil, ici, garde la même longueur. Donc la vitesse par là, c'est la même que la vitesse par là. Donc effectivement, Z1 point, si la vitesse du corps 1 est positive, la vitesse du corps 2 est positive aussi, suivant cet axe-là. Hein, puisqu'on l'a orienté par là, on aurait pu prendre autre chose. Donc Z1 point égale X2 point. Pardon? Non, parce qu'on a appelé X directement cet axe-là. Donc la vitesse le long de cet axe-là, c'est la vitesse le long de cet axe-là. D'accord? C'est déjà la vitesse projetée, en fait. Et le lien avec la rotation ici, bah, c'est toujours pareil. Hein, la vitesse des points périphériques ici de la poulie est la même que la vitesse du fil. Et donc cette vitesse-là, c'est Rθ point. D'accord? Donc tout ça, c'est en fait Rθ point. On va vérifier le signe. Si θ point est positif, c'est-à-dire qu'on tourne par là, ça correspond bien à Z1 positif. Z1 point positif. Donc voilà la relation. Enfin, ça, c'est deux relations, hein, on est d'accord? À partir des questions précédentes, déterminer l'accélération du corps de masse M1, c'est-à-dire Z1 de point. On l'écrira sous la forme okay. Bon, bah, c'est exactement comme tout à l'heure. On refait un peu le même exercice, c'est juste un plan incliné entre les deux. Mais bon, comme ça rentre. Donc, bah, on a une équation, deux équations, trois équations, quatre équations, cinq équations et cinq inconnus. T1, T2, θ, Z1, X2. Voilà. Et donc, bah, on nous demande Z1 2 points. Oui. Donc, on l'a là. Z1 2 points, on l'a là. Donc, question simple.
Z1 de point, c'est T1 sur M1 moins G, mais T1, c'est, on va le sortir de 10. Ah oui, non, alors on va... Parce qu'ici, il faut définir des équations. Ouais, on va faire comme tout à l'heure. Alors on va faire ça plus ça. Ouais, on va faire 4 plus 5. 4 plus 5, ça va nous faire M1 plus M2 Z1 de point égale T1 moins T2. Et donc si on ajoute T2 moins T1, et multiplié par R. Donc on va faire 4 plus 5 fois R, plus 3. Ok? Alors, 4 plus 5 fois R, ça fait M1 plus M2 grand R Z1 de point, plus 3, c'est-à-dire plus I delta θ de point. Θ de point, c'est Z1 de point sur R. Donc plus I delta sur R Z1 de point égale moins M1G plus M2G sin θ. Donc égale. Pourquoi il y a un R devant le Z1 Parce qu'on fait 4 plus 5 fois R. Mais vous avez... Enfin oui, bon. Ouais. Ouais. Sinon on fait ça divisé par R. Bon. Ok. Donc M1 égale, alors le membre de droite, 4 plus 5 fois R, c'était pour faire disparaître ça. Ah non. C'est plutôt de l'autre côté. Ah oui, donc c'est de l'autre côté, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ça. Ah oui, pardon, d'accord. Donc ça c'est... Ouais, ça marche pas. Une fois que vous avez développé la droite, vous allez faire fois R. Ah oui, oui, oui. Donc ça marche. Oui, d'accord. Ok. Enfin bon. Donc, si je fais 4 plus... Ah oui. Non, en fait, c'est pas plus 3. Ah si, si. Ok. Pardon. Donc, je reviens. J'avais mis quoi, là? Plus I delta sur R. Θ de point. Ah non. Non, pas sur R. Ah non, pas sur R. Fois R. Non. Non, fois rien. On a- Ah oui, 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 oui. Oui, d'accord. Après, on va Ouais, ouais. multiplier Et ça, par ouais, ouais. R. Ok. Et donc, égal, alors le membre de droite, 4 plus 5, donc ça fait T1 moins T2 fois R, D'ailleurs, il faudrait faire du coup. plus M2G, plus M2 moins M1 sin θG, sin alpha G, Il faudrait pas plutôt faire 5 moins 4. plus 3, donc plus T2 moins T1, R. Et tout ça fois R. Et ces trucs-là s'en vont. En tout cas, à la fin, ça donne... Mais Ouais, c'était mieux de le changer là. il y a un problème. Vous avez T1 moins T2 et vous avez T2 moins T1. Ouais, donc quand on fait la somme, ça s'en va. Oui. Si, c'est bon. Ah oui, d'accord. Ouais. Et ce θ de point, en fait, c'est Z de point sur R. Donc finalement, ça fait M1 plus M2 R plus I delta sur R Z de point, Z1 de point, égale M2 moins M1 sin alpha GR. Allez, on récapitule ici. In fine, Z1 de point égale M2 moins N1 sin alpha. Ah, plutôt M2 sin alpha moins 1.
Si. Merci. MD sin alpha moins M1. J'ai sur M1 plus M2, je divise tout par R, plus I delta sur R2. Yeah. Voilà. Vérification d'homogénéité. I, c'est du MR2. Donc, I sur R2, c'est bien une masse. Masse sur masse. Z point égale G. C'est Z2 point égale G, c'est bon. C'est homogène. On vérifie que si M2, si on a la condition d'équilibre, eh ben, on est bien à l'équilibre. Si M2 sin alpha égale M1, on a bien Z1 de point qui est nul. Que si M1 est plus petit que M2 sin alpha, on a bien Z1 de point qui est positif. C'était notre marque qualitative de tout à l'heure. Et que plus ça coûte cher de faire tourner la poulie, donc plus I delta est grand, plus l'inertie à la rotation de la poulie est grande, moins l'accélération sera grande. Voilà. Et que tout ça est proportionnel à G malgré tout. Si on a un champ de pesanteur 10 fois plus grand, bah, l'accélération sera 10 fois plus grande. Bah, ça paraît raisonnable tout ça. Non, mais c'était pas grave. C'était M2 sin alpha. Ah oui. Ouais, Ouais. c'est ça. Exact. 8. Bon, on dit qu'on a fini là quasiment. Ah, il est 18h. Ouais, c'est bon, on finit juste là. Ou c'est pas là. Donc mettre sous la forme K fois G, ben voilà K. En fonction de, c'est fait. On suppose qu'à l'instant t égale 0, le système est abandonné à lui-même à partir de l'état initial. Déterminer la vitesse de ce corps lorsqu'il atteint l'altitude Z1 égale H. Ouais, allez. Ok. On peut intégrer. Ouais. Alors, donc on va le noter avec la simplification. Z1 point, c'est K fois G. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on veut exactement? Quand Z1 égale H. Donc, on va intégrer ça une fois. Ça fait Z1 point égale KGT plus 0 si on démarre de 0. D'accord. Et du coup, ça fait Z1 qui vaut 1,5 kg T2. Et on le lâche sans vitesse initiale, donc juste ça. Donc on veut T tel que Z1 point, pardon, tel que Z1 égale H. Donc ça c'est T égale, si on veut que ça ce soit égal à H, ça fait 2H sur kg racine. Et on nous demande la vitesse à ce moment-là, c'est ça? Et donc la vitesse à ce moment-là, V1, c'est-à-dire Z1 point, ce sera eh bien, kg fois ce truc-là, c'est-à-dire racine de 2 kgh. Voilà la réponse à la question. Que vaut alors l'énergie cinétique totale du système composé des deux corps 1 et 2 ainsi que de la poulie? Un petit raisonnement énergétique. Alors, que vaut l'énergie totale? L'énergie cinétique totale. Alors, 1,5 de M1 V1 carré plus 1,5 de M2 V2 carré plus l'énergie cinétique de rotation de la poulie, 1,5 de I oméga 2.
Enfin, donc θ point 2. 1,5 de I delta θ point carré. Ok, alors V1 on l'a. C'est ça. Donc ça fait 1,5. Donc avec ça au carré, donc ça fait KG. C'est M1, donc ça fait M1 KGH. D'accord. Plus N2 KGH, puisque la vitesse est la même. Plus 1,5 de I delta. Alors, θ point, on a dit que c'était Z point sur R. C'est Z point sur R. Donc, θ point carré, c'est Z point carré sur R, c'est-à-dire la vitesse au carré sur R. Donc, c'est à nouveau, donc c'est ça au carré sur R. H sur R, absolument. Voilà. C'est bien homogène, ça. Oui, KG. Non, ça va pas. Si, ça va. C'est homogène, ça? Non. Non, c'est pas homogène, ça. Ah oui, il n'y a plus... Bah si. Si. Alors, θ point, c'est Z point sur R. Ah oui, c'est kilo carré, c'est sur R2. Donc, c'est KGH sur R2. Oui, et ça, c'est bien une masse. Ok, donc ça fait M1 plus M2 plus I delta sur R2 fois KGH. Ouais. Et K, c'est ça? Donc en fait, c'est M2 sin alpha moins M1 GH. Et là, le petit commentaire qui va bien. On va bien. Ce résultat est-il conforme à ce qui pouvait être attendu, commenté? Alors, c'est conforme à ce qui était attendu? On va dire oui. Bah oui. Oui, ok. Allez. Bah oui, parce que delta de EC, c'est moins delta de EP. Ce qu'on a gagné en énergie cinétique, c'est ce qu'on a perdu en énergie potentielle, parce que l'énergie se conserve. Et là, voilà. Alors ça, c'est ce qu'a perdu la masse 2, et ça, c'est ce qu'a perdu la masse 1. C'est-à-dire, ça, je peux le réécrire. M2G fois H sin alpha moins M1GH. Ça, pardon, je vais mettre là-bas, sinon delta de EP1, si le corps 1 est passé de 0 à H, il a gagné M1GH. Et le corps 2, lui, il a perdu de l'énergie potentielle. Combien? Eh bien, mg fois sa dénivellation. Mais attention, sa dénivellation, ce n'est pas la distance parcourue. Il a parcouru h comme ça, mais il y a un angle alpha. Donc la dénivellation, c'est h sinus alpha. Donc ce qu'il a perdu, lui, c'est exactement moins m2gh sin alpha. Par conséquent, ça, là, c'est très exactement moins delta de EP. Donc l'énergie potentielle perdue par le système global est égale à l'énergie cinétique totale du système. Donc il faut prendre en compte l'énergie perdue par lui, gagnée par lui. Ce bilan d'énergie potentielle se retrouve dans la vitesse de lui, dans la vitesse de lui et dans la rotation de lui. C'est les trois termes ensemble qui donnent par leur somme la variation d'énergie potentielle, moins la variation d'énergie potentielle.
De sorte qu'au total, delta de EC plus delta EP égale 0. L'énergie totale s'est conservée. Ce qui est perdu en potentiel est gagné en cinétique. Ben voilà, plutôt sympa. Bon, alors il n'y a plus que 12 exercices à faire et un peu de cours. Alors il faut qu'on fasse encore les changements de référentiel et un peu de gravitation.